Que ce soit par des robots sous-marins, des données satellites ou des jumeaux numériques, il est indispensable de continuer à étudier nos océans, pas seulement pour satisfaire nos curiosités, mais pour préserver ces milieux qui sont si riches en biodiversité et si utiles à la régulation du climat. On peut remercier tous les intervenants et intervenantes qui sont venus aujourd'hui nous aider à prendre un peu de hauteur. C'était des scientifiques qui nous disent comment ils ont travaillé pour un peu mieux voir ce qui se passe sur notre belle planète bleue. Et dans cette optique, du 9 au 13 juin 2025 se tiendra l'UNOC. On en a parlé toute la journée de cette conférence des Nations Unies sur les océans qui aura lieu ici à Nice. Les décideurs politiques, les scientifiques, les ONG, les entreprises vont devoir discuter ensemble pendant plusieurs jours. L'objectif, c'est d'avoir des actions concrètes en faveur de la préservation de l'océan. Et pour en parler aujourd'hui, nous allons accueillir 4 invités. On les rejoint tout de suite. Alors avec nous autour de cette table, Madame Céline Angelilis, directrice adjointe écosystème à la direction de la stratégie du CNES, le Centre national d'études spatiales. Monsieur Xavier Latour, conseiller municipal et vice-président délégué à l'enseignement supérieur, la recherche et la formation à la métropole Nice-Côte d'Azur. Nous avons Monsieur Richard Chemla, vice-président délégué de la transition écologique à la métropole Nice-Côte d'Azur et également adjoint au maire de Nice. Et Madame Patricia Demas, sénatrice des Alpes-Maritimes, conseillère métropolitaine et également présidente de la commission numérique et innovation à la métropole Nice-Côte d'Azur. Alors, on l'a dit, l'UNOC aura lieu dans quelques jours à peine à Nice. Avant de parler de cet événement d'envergure mondiale, nous sommes avec des représentants de la ville de Nice et de la métropole Nice-Côte d'Azur. C'est l'occasion de rappeler que Nice est plus que légitime pour accueillir cette conférence, tant du point de vue scientifique que du point de vue des actions menées sur le territoire en faveur de la protection des océans. Alors, Monsieur Latour, d'abord sur le plan scientifique, est-ce qu'on peut dire que la métropole Nice-Côte d'Azur est un environnement dynamique et adapté à l'accueil de ce type d'événement? Nous avons une métropole qui est une métropole de sciences, avec une université, l'Université Côte d'Azur, qui est une université d'excellence en recherche, intensive en recherche, qui accueille des laboratoires de premier plan, de niveau mondial, sur la recherche appliquée aux océans. Je pense au laboratoire Ecosys et à tout ce qui gravite autour de l'Institut fédératif de recherche Marès. Je n'oublie pas naturellement le laboratoire de Villefranche, l'Institut océanographique de Villefranche de Sorbonne Université et du CNRS. Et si nous portons le regard un petit peu plus loin, vers Sophia Antipolis, nous avons également au sein de Mines PSL plusieurs laboratoires qui travaillent aussi sur l'océan. Donc vous voyez, beaucoup d'intelligence sur notre territoire. Monsieur Chemla, au-delà de l'écosystème scientifique de la métropole niçoise, on peut dire que la ville est directement concernée par les enjeux de protection des océans. On l'a vu tout au long de cette journée. Est-ce que c'est symbolique d'organiser l'UNOC à Nice? Bien sûr, j'allais dire c'est tout à fait normal. C'est peut-être la seule métropole. On a parlé de l'écosystème scientifique et moi je vous parle de l'écosystème géographique. C'est la seule métropole. Moi, quand je suis arrivé, je vais pas dire d'où, où on m'a dit, mes collègues me disent, le matin on peut faire du ski et l'après-midi on peut plonger. C'est la seule où on a les préalpes qui vont plonger dans la mer et donner ces tombants riches de diversité, d'ailleurs de biodiversité sous-marine, grâce donc au soleil. Bien sûr, Nice avec donc son maire et le président de la métropole Nice-Côte d'Azur, donc Christian Estrosi, a progressivement d'une façon intensive s'est adapté, s'est préparé déjà au changement climatique, s'était préparé à la protection de ses concitoyens, végétalisation des cours d'école, végétalisation de ses rues, de ses grands axes, une grande coulée verte de plus de 20 hectares en plein milieu de la ville, et on pourrait continuer comme ça, je veux dire, une sensibilisation, une éducation des jeunes dans tout ce qu'on appelle ces maisons jeunes, ces animanis. Donc je crois que Nice était prête, vraiment prête à accueillir, elle a démontré qu'elle était prête à accueillir des grands événements, on le sait, que ce soit simplement le dernier, le Tour de France, un cycliste, mais elle était prête, donc par ses structures, par ses sciences, par sa géographie et par ces évolutions dans le sens du changement climatique et dans le sens de la protection de la biosphère, à accueillir cette manifestation. Madame Demas, la métropole de Nice, c'est aussi un territoire d'innovation et de collaboration entre les décideurs politiques et la recherche. En fait, c'est un peu à l'image de l'UNOC, Nice.
Un peu à l'image de l'UNOC, effectivement, c'est une belle illustration d'un territoire qui se veut ouvert aux nouvelles technologies, qui se veut aussi ouvert aux enjeux climatiques et qui porte des stigmates justement de ces enjeux climatiques avec la tempête Alex et la tempête Aline, qui a quand même apporté, j'allais dire, son lot de violence, mais aussi son lot d'apprentissage et son lot d'expérimentation pour pouvoir aborder la résilience des territoires avec l'apport de partenariats qui sont importants avec le CNES, avec le CNRS, avec les universités, avec les élus locaux pour que ces nouvelles technologies puissent apporter des outils de pilotage dans l'aménagement du territoire, mais aussi dans la robustesse des territoires face aux enjeux climatiques, effectivement. Et en cela, c'est un beau territoire d'expérimentation. Comme le disait mon collègue, il y a peu de territoires où l'on passe de la montagne à la mer en moins d'une demi-heure. Et il est vrai qu'à ce titre-là, au regard des enjeux climatiques, nous sommes un territoire d'expérimentation et nous menons de nombreuses collaborations pour pouvoir adapter les usages en fonction de l'observation de l'espace et de la Terre, évidemment, et des océans et des mers. Alors, vous avez évoqué le partenariat entre la métropole Nice-Côte d'Azur et le CNES, représenté ici par Madame Angelellis. Que peut-on attendre dans les 3 années qui viennent? Quels sont les grands objectifs du point de vue peut-être de la métropole? Et puis ensuite, Madame Angelellis nous donnera la vision du CNES. Alors, du point de vue de la métropole, on a eu une première convention avec Connect Backness qui réunissait l'écosystème de l'ensemble des partenaires sur les données spatiales. Nous avons eu 2 axes forts. Le premier qui a été orienté sur la culture des données spatiales et de l'apprentissage des océans, étant entendu que les données spatiales donnent une idée au-delà des frontières, qui sont des frontières administratives. Lorsqu'on observe la Terre depuis l'espace, on voit les choses différemment et on les voit de manière beaucoup plus pratique aussi. Donc, il y a eu effectivement un premier volet fort sur le fait de pouvoir organiser des journées comme la journée New Space qui a réuni des professionnels, près de 200 experts, 20 experts et 200 professionnels. Il y a aussi des journées comme celle-ci où toutes les générations viennent au contact de cette culture d'aujourd'hui et de demain qui va permettre de pouvoir répondre à ces enjeux climatiques. Et puis, il y a aussi d'autres initiatives qui sont liées au territoire, puisque nous avons sur la zone de montagne, par exemple, imaginé un projet avec le CNES sur la création d'un jumeau numérique pour la forêt méditerranéenne, pour pouvoir donc avoir des éléments importants qui nous permettront bien d'appréhender les enjeux climatiques et une forêt méditerranéenne qui malheureusement est en train de dépérir. Ça, c'est au niveau de la zone montagne. Et puis, sur la zone intermédiaire, nous avons aussi ce partenariat qui est créateur de richesses nouvelles en matière d'apprentissage et d'usage. Je pense aux obligations légales de débroussaillement, par exemple. On a pu, avec les données spatiales, puis les données de terrain, pouvoir imaginer des cartes géographiques dynamiques qui permettent de renseigner et à la fois les maires et aussi les administrés. Ce sont des exemples concrets. J'en aurai d'autres très certainement à vous communiquer tout à l'heure sur par exemple, et on en parlait dans le cadre de l'UNOC, sur l'étude de l'évolution et de la résilience des zones côtières. Xavier Latour en a parlé, avec le laboratoire notamment océanographique de Villefranche, avec le concours des universités, avec le concours du CNES, du CNRS, pour pouvoir effectivement anticiper, piloter et surtout protéger. Madame Angelellis, du point de vue du CNES, qu'est-ce que vous attendez dans les 3 années à venir de ce partenariat? Donc, Madame la sénatrice l'a très bien dit, le champ des thématiques
à explorer est extrêmement large, extrêmement riche. Il y a tout ce qui est suivi, effectivement, des observables depuis l'espace qui donnent la bonne santé, que ce soit des forêts, que ce soit des zones marines. Il y a tout ce qui est aussi gestion des ressources, se donner les moyens de gérer des ressources, des gestions raisonnées, par exemple, des eaux douces, comment orienter peut-être des politiques publiques, des politiques de la ville, des choses comme ça. Donc, à ce stade, on a énormément de champs à explorer. Il y a un certain nombre de démonstrateurs qui voient le jour. Il y a effectivement un sujet avec l'ONF et l'IGN sur lequel nous travaillons autour du suivi des forêts et puis de faire des modèles, ce qu'on appelle des jumeaux numériques justement là-dessus. Donc quelque part l'enjeu dans les 3 ans qui viennent, puisque c'était votre question, c'est aussi de faire passer ces démonstrateurs à un statut opérationnel de façon à avoir un service rendu qui s'inscrive directement, enfin qui rende le service auprès des équipes de Nice Métropole, auprès des équipes techniques, et puis à partir de ça également, ça va nous permettre également de faire grandir l'écosystème local, puisque ce service va être rendu par des entreprises qui vont permettre de rendre ces services opérationnels. Tout le monde marche avec tout le monde, c'est tellement beau. En cercle vertueux. Voilà, donc il est clair que Nice était le lieu parfait. Ça ne pouvait pas une autre ville où l'UNOC allait s'organiser, c'est une évidence. On l'a dit au début de cette table ronde, il s'agit de la 3e édition de cette conférence des Nations Unies sur l'océan. Elle est co-gérée cette année avec la France et le Costa Rica, ne l'oublions pas. Les 2 précédentes ont eu lieu en 2017, en 2022. C'est aussi l'année de la mer. Donc cet événement a beaucoup de sens dans ce contexte. Monsieur Chemla, si on revient rapidement sur les 2 premières éditions de l'UNOC, quel a été le bilan et qu'est-ce qu'on peut attendre de la prochaine ? Alors, le bilan, c'était d'abord une prise de connaissance, une prise vraiment de conscience, prise de conscience que l'océan va mal. Et que la deuxième rencontre, ça a été de montrer combien l'océan était résilient, parce qu'on sait que si le changement climatique a un impact, en tout cas moindre, c'est grâce à l'océan qui absorbe une partie considérable des gaz à effet de serre, du CO2, et il s'acidifie, et il le dit très lentement. Il essaye malgré tout de nous protéger. Ça, c'était les 2 premières, ont montré combien il était important d'agir, mais pas d'action, pas de plan. Un état des lieux. Il y avait déjà, ça c'est compliqué, on rentre dans une géopolitique vraiment mondiale, internationale. On en parlera peut-être, on va en parler que sur les décisions de la 3e rencontre. Alors d'abord, elle est exceptionnelle, d'abord parce que ça se passe à Nice. Mais elle est exceptionnelle, n'en soyons plus sérieux, parce que c'est la première fois qu'on a des politiques, des chefs d'État qui arrivent, des scientifiques, plus de 2000, je me retourne vers mon collègue, plus de 2000 qui vont travailler, qui vont donner en fait presque une conduite à tenir, et ensuite une réunion financière, de l'océan bleu, de côté bleu financier qui va se passer à Monaco, c'est quand même important. Et enfin, et c'est pas des moindres, puisque c'est eux qui sont en première ligne, une réunion des villes côtières, dont Christian Estrosi en est le président, c'est-à-dire une réunion de l'ensemble des chefs d'État qui sont en première ligne, en fait, sur ce changement climatique, sur la montée des eaux en tout cas, et qui vont essayer de voir comment on peut lutter, comment on peut proposer des solutions. Donc, vous voyez que c'est la première fois, après ces deux réunions, qu'on a en fait, je pense, pris conscience et qu'il va falloir sortir des données. On était il y a quelques jours avec 2 ministres, le ministre de l'Affaires étrangères et Madame Pannier-Runacher, la ministre de l'Environnement, de la Pêche, de la Mer, pour voir un petit peu ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on a dans les livrables, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner, qu'est-ce qu'on va voir. La première notion la plus importante et qui peut-être n'est pas connue de tout le public, c'est la haute mer. 60% de ce grand océan bleu, 60% c'est la haute mer. Et la haute mer, c'est le Far West. C'est-à-dire que vous pouvez aller, vous, si vous avez la capacité, et on voit donc que seuls les États qui en ont la capacité à aller loin, 370 km, au-delà, donc ça leur appartient, ça vous appartient, c'est le Far West, on peut pêcher, on peut couper des câbles Internet, puisque tout ce que les personnes qui nous regardent aujourd'hui, la plupart, c'est pas par satellite, mais c'est souvent par câble que l'information passe, que le téléphone passe. Donc voilà, donc là, première notion, travailler sur la haute mer, on n'a pas encore tous les pays qui ont signé, donc il en manque 20. Donc voilà, donc le suspense est encore maintenu et vous voyez l'importance. Et je dois donner un clin d'œil à nos ministres des Affaires étrangères et à l'ensemble de ces équipes qui continuent à aller, le mot n'est pas trop faible, n'est pas trop fort, harceler certains pays qui n'ont pas encore signé pour leur dire allez-y, il faut signer à cette occasion-là. Et cette occasion-là aussi, c'est important, c'est l'UNOC 3 qui va permettre de dire devant le monde entier,
ceux qui n'ont pas signé. Donc il y a quand même, les hésitations sont en train de se transformer en signature. Vous voyez, et puis, moi j'insiste beaucoup sur ce volet-là, peut-être pour moi c'est le plus important, c'est d'offrir, montrer, découvrir, faire comprendre, on revoit sur la science, sur la découverte, ce que représente l'océan, aux Niçoises et aux Niçois, et au reste, bien entendu, de notre population, par des ateliers, mais on en reparlera, de sensibilisation, de découverte, d'éducation, de compréhension de cette énorme masse bleue qu'on croit uniforme, et qui n'est pas du tout uniforme. Hein. Pour les plongeurs le savent, il y a ce qu'on appelle, sans rentrer technique, une thermocline. Au-delà de 15-20 mètres, la température va changer, elle va rester identique. Enfin, une histoire incroyable. Cet océan, il est incroyable. Et j'espère, moi, pouvoir le montrer. C'est l'autre volet. Oui, j'espère qu'après cette journée, vous en savez un peu plus sur l'océan et que vous voyez plus ça comme une grosse masse bleue et un peu mystérieuse, j'espère. Et Monsieur Latour, du point de vue vraiment purement de la communauté scientifique, quelles sont les grandes attentes liées à l'UNOC? Il est exceptionnel d'avoir sur quelques jours autant de scientifiques réunis sur cette thématique-là. Richard Chemla le disait, plus de 2000 scientifiques, dont la présence a été en très grande partie coordonnée par Jean-Pierre Gattuso, hein, qui est l'un de nos plus grands scientifiques français sur cette question de l'océan. Nous allons avoir des délégations du monde entier, y compris des États-Unis, même si on peut le regretter, mais le gouvernement américain n'a pas donné toutes les autorisations nécessaires à certaines équipes pour pouvoir rejoindre Nice. Néanmoins, les chercheurs américains constitueront la deuxième délégation, je crois, présente à Nice. Donc, on va les avoir tous sur notre territoire. Ils ont préparé cet événement depuis plusieurs mois, avec des conférences, avec des posters, avec des livrables. Et ces scientifiques vont pouvoir éclairer les décideurs politiques, les décideurs nationaux, chefs d'État et de gouvernement, les décideurs locaux. Richard évoquait les villes côtières qui sont fédérées par Christian Estrosi à la demande du président de la République, parce que pour bien décider, il faut avoir les bons éléments. Pour bien décider, il faut savoir dans quel état est l'océan, d'une part, et d'autre part, avoir des solutions qui sont applicables. Et c'est tout l'objet de la science. Plus la dimension, effectivement, sensibilisation du grand public, qui est une dimension essentielle. Madame Angelillis, vous, qu'est-ce que vous attendez? Parce que c'est sur l'océan, mais ça a un lien avec le spatial. On le sait maintenant après cette journée-là. Oui, absolument. Le lien, il est indéniable. D'ailleurs, sur les 50 variables essentielles là, qui sont suivies par le GIEC pour se faire une idée précise du changement climatique, 26 ne sont accessibles que depuis l'espace. Donc le lien entre la bonne santé de la planète, et qui est directement lié à celle de nos océans, et l'espace, effectivement, il est direct. Donc du coup, effectivement, l'UNOC, c'est clairement une occasion de réaffirmer l'importance des enjeux autour de l'océan et tout l'apport que le spatial peut avoir dans le suivi et l'atteinte également d'un certain nombre d'objectifs. Donc c'est dans ce sens-là que le CNES a lancé en fin d'année dernière, le 18 décembre, une idée qui est une alliance, la Space for Oceans Alliance, donc qui est une idée de mise en commun finalement, de création d'une communauté pour se partager les données, pour se partager la façon de traiter les données, pour se partager aussi quelque part les démonstrateurs que certains États peuvent bâtir à partir de ces données. Et ce partage, il est là pour faire grandir tout le monde et aussi pour aider des nations qui ne seraient pas encore assez avancées dans ces technologies-là ou qui ne disposeraient pas des données à appréhender ces sujets-là. Et on pense notamment aux petits États îliens qui eux-mêmes sont en première ligne face aux conséquences du changement climatique sur les océans. Donc effectivement, le CNES met beaucoup d'enjeux sur l'UNOC. Voilà, pour que ce soit partagé dans toute la communauté scientifique, mais pas que, pour les décideurs aussi, et que tout le monde puisse profiter des mêmes données, parce que sans données, eh bien, on ne peut rien faire. Absolument. C'est-à-dire que les données qu'on manipule, ce qu'on en fait, les observables finalement auxquels on aboutit, servent finalement
à orienter des politiques publiques, et ensuite vont servir aussi à suivre la bonne application de ces mêmes politiques publiques. Donc on est vraiment au debout de la chaîne. Alors, vous en avez parlé un petit peu, Monsieur Latour. Il y a quand même cette petite zone d'ombre à cette conférence. Malgré, heureusement, beaucoup d'Américains, de scientifiques américains vont venir. Il y aura quand même apparemment une délégation américaine, on croise les doigts. C'est sûr que quand on regarde les actualités et les derniers décrets qu'a signé le président Trump, on voit qu'il y a un désengagement massif des États-Unis dans les luttes environnementales et notamment au niveau de l'océan. Il a quand même réautorisé la pêche commerciale dans des sanctuaires marins protégés. Il a réautorisé l'extraction minière dans les fonds marins, dans les eaux internationales en plus. Donc là, on peut imaginer les effets irréversibles pour les écosystèmes marins. Est-ce que c'est possible d'estimer l'impact international de ces décisions sur la recherche en termes de coûts? Parce qu'il y a quand même des scientifiques qui ont vu leur recherche annulée, arrêtée du jour au lendemain. Quel impact ça va avoir, ça, sur justement? Pour le moment, c'est difficile à évaluer compte tenu du calendrier. Enfin, les décisions sont prises depuis peu. Et ce qui est certain, c'est qu'évidemment, la communauté scientifique est inquiète. Elle se pose beaucoup de questions sur la pérennité d'un certain nombre de programmes et la conservation de données. C'est un élément extrêmement important. Il y a une habitude de partage de données entre la communauté scientifique et nous ne savons pas précisément ce que vont devenir ces données, comment va évoluer le partage. Bon, maintenant, ne soyons pas complètement pessimistes. La science est mondiale. C'est vrai que les États-Unis sont un grand pays scientifique avec des équipes qui sont particulièrement dynamiques, mais tout ne se fait pas aux États-Unis. La preuve, nous sommes en Europe. Nous avons le CNES, nous avons toutes les équipes européennes, pour ne parler que de ce que nous connaissons bien. Donc, tant mieux si ce qui est en train de se passer aux États-Unis et qui n'aura qu'un temps. De toute façon, ça n'aura qu'un temps. La machine se remettra en route. Et en attendant, et si les événements que nous connaissons peuvent stimuler la coopération européenne, l'engagement européen, ne serait-ce que d'un point de vue financier, si nos gouvernants comprennent que c'est le moment de mettre, si vous me permettez l'expression, le paquet pour stimuler, dynamiser la recherche française et européenne, tant mieux. Tant mieux. Comprenons que nous avons, nous aussi, beaucoup d'atouts à faire valoir. Madame Angelellis, peut-être justement sur cette idée qu'on attend un partage de données international, finalement, est-ce qu'au-delà de la sidération, on peut dire que c'est une opportunité? Vous pensez aussi la même chose? Ah oui, je suis parfaitement d'accord. Il faut transformer effectivement la menace en opportunité. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, de toute façon, on n'aura pas le choix. C'est-à-dire que, alors pour l'instant, il y a ce qui est avéré et ce qui reste de l'ordre de la menace. Il faudra aussi voir effectivement ce qui va vraiment... jamais à quoi s'attendre. Voilà. Néanmoins, parce que le partenaire américain était un partenaire extrêmement important dans nos coopérations spatiales, néanmoins, il y a effectivement un certain nombre de programmes qui peut-être ne se feront pas par défection du partenaire américain, que ce soit au niveau français ou que ce soit au niveau européen, au niveau de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne. Et ces programmes-là, quelque part, si on veut pouvoir les faire, eh bien, il va falloir aller chercher des partenaires ailleurs. Il va falloir peut-être travailler un petit peu plus avec les Indiens, un petit peu plus avec les Japonais. Il y a beaucoup de nouvelles nations aussi qui sont émergentes dans le domaine spatial. On a beaucoup plus de nations spatiales qu'il y a 15 ans. Donc, c'est aussi une opportunité de nouer de nouveaux liens. C'est aussi une opportunité de s'unir entre Européens et d'avoir une coopération européenne bien plus forte en termes de vision stratégique, en termes d'autonomie aussi, de construction d'une certaine autonomie stratégique. Donc, effectivement, je suis persuadée que c'est une réelle opportunité. Et je rejoins aussi vraiment Monsieur Latour sur le fait que ça n'est qu'un moment. Voilà, la science se construit de très longue date, elle se poursuivra bien après nous. Et ce moment n'est qu'un petit moment et il passera. Ce n'est pas un arrêt, c'est un frein.
Voilà, c'est un frein. Les laboratoires vont pouvoir repartir. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder sur un autre volet, c'est ne pas être dépendant. Je prends l'exemple parce qu'il est beaucoup plus frappant, beaucoup plus net, de l'armée, de matériel militaire. Et on voit combien la France est en avance sur ce domaine, que ce soit des frégates marines, on a vu tout à l'heure sur certains matériels, mais je veux dire sur nos frégates, sur notre avion, sur notre avionique, c'est-à-dire sur le matériel embarqué, on est sur nos missiles. Alors par contre, il y a des problèmes, mais comme on l'a dit, j'espère que, et on ne le soupçonne pas, mais pour vous donner là où va se cacher un petit peu le diable, c'est que vous savez que le nouveau porte-avions, eh bien, il a des catapultes américaines. Parce que c'est les seuls avec les Chinois à être capables de faire des catapultes électromagnétiques. Donc là, actuellement, nos ingénieurs, pour l'instant, sont un peu embêtés. Mais tout est très intéressant. Mais au contraire, ça leur demande le fait de travailler. Moi, je crois qu'en tout cas, pour la recherche, c'est un frein, mais ça permettra à des laboratoires qui peut-être n'avaient pas trop envie de travailler. Mais je crois que je vais laisser... Comment ça Il y a des laboratoires qui n'ont pas envie de travailler. Je veux dire, c'est peut-être un frein ou une motivation. Un frein, très certainement, à l'instant T, parce qu'on ne sait pas où on va et on voit bien que les décisions au niveau des États-Unis sont assez, ne s'inscrivent pas dans la durée. Ça, c'est le premier point. Et on est plus dans une phase d'observation, de savoir comment vont évoluer les choses. En tout cas, face à l'incertitude, il y a la solidarité qui s'exprime. Et au-delà de l'incertitude, cette solidarité, peut-être qu'elle ne serait pas aussi spontanée et aussi nécessaire dans un contexte qui serait autre que celui que nous connaissons aujourd'hui. Et au final, ça peut réveiller et à la fois des motivations à travailler ensemble dans notre continent, en Europe, j'allais dire tout en étant ouvert, mais consolider, j'allais dire une base européenne et à la fois en matière de moyens, en matière scientifique, mais aussi en matière politique. Et pour en revenir à ce qui est l'objet même de notre table ronde aujourd'hui, c'est l'UNOC, c'est l'expression de cette solidarité, en disant au reste du monde, vous êtes les bienvenus, mais nous sommes unis, solidaires, avec des moyens et un objectif commun, c'est celui d'avoir une réponse commune, alors même que nous sommes dans des univers complètement différents. Alors la porte est ouverte, mais en tout cas, il y a un socle démocratique, parce qu'au-delà des enjeux climatiques, il y a aussi des enjeux démocratiques. Et il est important aujourd'hui j'allais dire, c'est un mal pour un bien, parce que ça nous permet de réagir et ça nous permet aussi de fortifier les solidarités et les alliances. Et je crois que ça, c'est un bon point. Une opportunité pour la solidarité. On comprend bien que la science existe en dehors des États-Unis. On l'a dit, qu'on peut construire des choses en dehors. Est-ce que pour autant, M. Chemla, ça veut dire qu'on doit couper tout lien avec les États-Unis? Est-ce que ce serait l'attitude à avoir? Alors, si j'avais 40 ans de moins, je vous aurais dit oui. Mais depuis que j'ai les cheveux blancs et depuis que je vois ces résultats de la politique de la chaise vide, je pense que non. Sans être bené, il y a d'autres pays, par exemple, qui ont des politiques humanitaires qui ne sont pas bonnes. Est-ce qu'il faut rompre le fil? Je ne crois pas. Je crois qu'il est toujours important d'essayer de travailler, de garder des passerelles scientifiques en particulier sur ce domaine-là, parce que ça ne les éloigne pas plus que cela. Donc je crois que, je vous l'ai dit, la politique de la chaise vide n'est pas bonne. Il faut aller. En plus, les scientifiques, bien souvent, ont un niveau d'humanité qui est très différent des politiques, permettez-moi de le dire. Donc ils savent ce que c'est que la recherche, la science. Ils savent combien la vie est éphémère et donc combien il faut la protéger, la travailler. Donc je crois qu'au contraire, en leur permettant quelquefois de venir dans des pays européens, on les protège. Parce que ils apportent une connaissance, ils apportent un visage du pays, et s'ils ont obtenu leur visa, et à certains pays, je pense, quand ils retournent, moi je l'ai vécu par exemple pour un pays maintenant qui est plus ouvert pour le Vietnam, moi j'ai des collègues maintenant au Vietnam au niveau médical qui étaient contents de venir en France, ils avaient une justification, et quand ils sont partis, ils n'ont pas été mal accueillis, au contraire, ils apportaient une autre expérience, une façon d'être, et ils sont devenus, par exemple, pour le Vietnam, on en parlera peut-être pour la Chine, mais chef de service. Donc, oui, il y a tout ce côté qui est important. Il y a des pays aussi sur lesquels, au niveau de la biologie, de la biodiversité, ils attendent beaucoup. On parlait par exemple de la Chine et des dauphins, avec la disparition complète du dauphin de Yangtze. Et bien là, il y a beaucoup d'associations chinoises qui nous ont demandé à venir pour travailler un petit peu, voir comment on peut faire pour protéger le dauphin. Et ils ont obtenu l'accord de la Chine pour dire oui, parce que c'est vrai, ils ont compris. Vous savez qu'aujourd'hui, la Chine est le premier pays qui a baissé son CO2 en hiver. Vous savez ça? Il a tellement d'énergie renouvelable qu'en hiver, il a baissé d'une façon drastique. Donc,
là aussi, pas de politique de chaise vide. C'est aussi la beauté des autocraties quand même, hein, qui permettent, je crois. On peut peut-être juste rappeler que l'Université de Nice accueille les scientifiques qui voudraient venir, hein, si jamais. Oui, vous avez raison de le rappeler. L'Université Côte d'Azur n'est pas la seule. Globalement, les universités françaises, d'ailleurs, à la demande du président Macron, se sont ouvertes aux chercheurs étrangers dans le cadre du programme Choisir la France, Choose France. Nous avons ici à Nice, mais chez nos voisins d'Aix-Marseille, c'est la même chose, la possibilité d'accueillir des chercheurs américains, de leur proposer un accompagnement logistique, un accompagnement financier pour développer et poursuivre leurs recherches dans nos laboratoires sur une durée de quelques années. Un temps court, on a dit. Hein. Oui, et puis on va voir combien viendront, mais la science n'a pas de frontières de toute façon. Un scientifique, dès lors que vous lui donnez un laboratoire, du matériel, du temps et quand même aussi un peu d'argent, c'est important, qu'il cherche là-bas ou ailleurs, ça se fait. Oui, la science n'a pas de frontières, c'est universel, on a envie de le transmettre, ça. On a envie de donner le goût des sciences pour justement continuer à encourager les chercheurs. Et pour faire ça, pour avoir envie de protéger le vivant, pour encourager la recherche, il faut déjà la connaître. Il faut connaître un peu la méthode scientifique. On l'a vu avec les ateliers aujourd'hui, avec les mesures. On a fait ça avec des enfants. C'est très important finalement de parler au grand public de la recherche, comment on fait de la recherche, et aussi de parler de la biodiversité marine pour que quand on la connaît, on a envie de la protéger. Donc on va en venir à notre dernière partie de cette table ronde. Comment éveiller l'intérêt des citoyens aux problématiques de l'océan. C'est tout l'intérêt de cette journée d'aujourd'hui et d'autres événements qui sont autour de l'UNOC. Alors on va peut-être se demander pourquoi c'est si crucial d'informer les citoyens, de prendre le temps d'expliquer les sciences, peut-être d'un point de vue de scientifique. Madame Angelidis. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir apporter un point de vue de scientifique, mais en tout cas, la science, en fait, quelque part, c'est comprendre, s'éveiller au monde qui nous entoure, comprendre comment il fonctionne. Voilà. Et avoir cette curiosité aussi qui va nous pousser à aller essayer d'en savoir plus, d'en savoir toujours plus. Voilà. Et ça, c'est fondamental quand même, parce que ça permet d'avoir des citoyens éveillés, ça permet d'avoir des citoyens qui cultivent un esprit critique, qui est quelque chose d'assez important en ce moment. Et ça permet aussi, je trouve, il y a une part de rêve là-dedans aussi. Ça permet d'avoir des gens qui se projettent, qui rêvent, qui ont envie de connaître leur environnement, de connaître le monde qui les entoure. Donc c'est fondamental et quelque part, on parlait de l'administration américaine tout à l'heure. Je veux dire, je pense que c'est ce qui est le plus difficile à entendre pour des gens comme nous, enfin pour des scientifiques en ce moment. Finalement, c'est les attaques directement contre la science, contre toutes les valeurs humanistes que peut porter la science. Et c'est ça finalement qui est le plus compliqué. Monsieur Latour, pourquoi c'est important de parler de la recherche? Alors, moi, pour l'UNOC, pour en revenir à l'UNOC, je me mets à la place des familles niçoises et des petites et des petits niçois, mais quelle chance! Ils vont pouvoir visiter, parce que ça, avec Richard Chemla et Christian Estrosi, c'était l'une des conditions sine qua non à respecter pour organiser le sommet des Nations Unies, c'est y associer les Niçois, et en particulier les scolaires. Leur donner le goût de la science, leur donner le goût des mathématiques, de la physique, des sciences de la vie et de la terre. Et particulièrement pour les petites filles. C'est l'un de mes sujets de prédilection. La science n'a pas de genre. Il faut que les parents, les petites filles, prennent conscience que les mathématiques, les classes prépa, on peut s'y inscrire quel que soit son sexe. Et puis, au-delà de l'intérêt des jeunes générations pour les métiers scientifiques, c'est donner envie aux plus jeunes d'être les ambassadeurs d'une nouvelle planète, d'une planète résiliente. Quand ils verront, dans le cadre de tout ce que nous avons organisé,
quand ils verront dans le cadre des ateliers comme ceux qui se déroulaient aujourd'hui, vous aviez un atelier sur le plastique, j'observais l'intérêt des enfants pour la présence du plastique dans l'océan. Et ben, un gamin qui va grandir en ayant intériorisé cette idée, c'est un adulte qui ne gérera pas ses déchets, qui ne gérera pas sa vie de tous les jours de la même manière. Eh bien, nous avons énormément de chance que ça se fasse à Nice. Madame Demas, vous voulez Et moi, réagir? j'ai envie d'aborder le sujet, non pas d'une manière scientifique, mais d'une manière familiale. Oui, parce que la science, c'est une histoire de famille et c'est une histoire de culture. Et aujourd'hui, on voit la science, effectivement, hein, les mathématiques, l'ouverture d'esprit, etc. Mais je pense qu'il faut que la science devienne naturelle, l'accessibilité à la science. Et aujourd'hui, on a un système éducatif qui tend à évoluer, qui tend à être complété sur des journées éducatives comme celles que nous avons aujourd'hui, comme celles que nous avons eues précédemment. Mais la science n'est pas forcément accessible à tout un chacun dans son quotidien. Et c'est pour cette raison que les événements comme celui-ci, comme celui de l'UNOX, sont importants. Et je vais vous dire, moi, je suis d'une génération où les filles étaient plutôt orientées sur des études littéraires ou de droit. Et pour autant, depuis que je fréquente des scientifiques, ils sont là, peut-être aussi, je me dis, tiens, si j'avais pu faire ces rencontres à ce moment-là, alors que je pouvais avoir 10 ou 12 ans, peut-être que j'aurais fait autre chose de ma vie. C'est un peu ça qu'il faut qu'on se dise. C'est que la science, oui, effectivement, c'est l'ouverture au monde, l'ouverture au progrès, l'ouverture aux usages, mais c'est aussi une urgence à ce qu'elle soit banalisée dans le bon sens du terme, pour qu'elle devienne accessible et qu'on se dise, n'importe où, dans n'importe quel foyer, oui, ça, je peux le faire, et ça m'est autorisé. Et là, même si on a des belles avancées, je partage l'analyse de mon ami Xavier Latour. Il faut vraiment que les femmes et les jeunes filles s'orientent vers les sciences. Mais pour ce faire, il faut que ce soit ludique, comme on est en train de le voir. Il faut que ce soit récurrent et quotidien. Il faut que ça devienne un réflexe, que ça devienne naturel et qu'on arrête de se dire que, voilà, il y a des domaines qui ne sont pas accessibles parce que trop difficiles, parce que, voilà. Je crois qu'il faut se décomplexer. Décomplexifions la science et on aura beaucoup plus de jeunes filles, on aura beaucoup plus de jeunes hommes pour pouvoir entreprendre et prendre à bras le corps les enjeux de la science et par ricochet les enjeux de demain qui sont les enjeux climatiques. On a de beaux exemples quand même avec maintenant les femmes qui vont dans l'espace. Et peut-être le plus beau aussi, c'est quand même les femmes qui vont dans les sous-marins. Avant, c'était physiologiquement, on pensait qu'elles ne pouvaient pas. Et là, la plupart des sous-marins maintenant français, et en particulier les nouveaux de la classe suffraine, accueillent des femmes. Oui. Alors, c'est exact. Je ne vais pas vous contredire. J'ai une fille à Polytechnique, donc c'est possible, effectivement. Par contre, moi, ce que je constate, justement, parce que ma dernière a fait les mêmes études que moi, c'est qu'au final, quand elle arrive en école d'ingénieur, le pourcentage de femmes est strictement le même que quand moi, j'y suis passée il y a 35 ans avant elle, quoi. Donc, il y a encore plein de choses à faire pour effectivement. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Ah oui, non, mais c'est bien comme ça. C'est bien comme ça qu'il faut l'appréhender. C'est une opportunité de se retrousser les manches et voilà. Mais je suis complètement d'accord avec vous sur le côté. Il faut démystifier la science. Voilà. Et justement, pour que la science devienne un réflexe pour tout le monde, il faut des opportunités d'y être exposé, et pour tout le monde, pour les familles, pour les jeunes. Monsieur Chemla, quelles sont les actions qui sont menées à Nice, que ce soit au niveau de la ville, au niveau de la métropole, pour sensibiliser le grand public à la protection des océans? Bon, déjà, je regarde autour de moi, mais alors, au-delà de ça. D'abord, on n'a pas attendu l'UNOC. C'est vraiment, il y a un continuum, c'est important de le comprendre. La première chose, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est un concept qu'a inventé Cousteau, c'est l'émerveillement.
C'est de montrer combien cette nature, quelle que soit sous-marine, ou là on parle sous-marine, mais elle est incroyable, merveilleuse, exceptionnelle. Elle bat, elle se combat. Une pieuvre va passer sa vie, lorsqu'elle va sortir ses œufs, à les ventiler pour qu'ils soient costauds, solides. Elle va mourir parce qu'elle ne va pas manger. Elle va oxygéner ses œufs. Elle a compris. Le dauphin va protéger son petit des orques. Et on pourrait comme ça développer dans les bancs de mammifères marins. Les plus vieux vont se mettre derrière parce qu'ils vont manger le moins possible pour protéger, parce que les jeunes mangent devant. Et tout ça, on le découvre, on le comprend, il faut le montrer. L'émerveillement est incroyable. Le mérou est un des rares poissons à avoir une vision binoculaire. Il vous regarde de face, comme nous, hein, pas comme le poisson sur le côté. Donc, et on pourrait continuer longtemps comme ça. Le mimétisme dessèche. Ils arrivent. C'est pas parce qu'ils ne parlent pas. On peut montrer ça aussi, qu'ils n'ont pas une communication intense, amoureuse, exceptionnelle. Dire un poisson mâle, je veux pas de trop rentrer dedans, qui s'appelle un apogon, est en train de construire un nid superbe. Et plus le nid est beau, et c'est sa façon d'appeler la femelle. Et plus la femelle se dit, il est costaud, tiens, je vais venir chez lui, c'est un bon reproducteur. Et ainsi de suite. Et c'est ça qu'il faut montrer. Il y avait deux façons de faire, Cousteau disait, il y a deux façons de se réunir. Où on montre, il a ramené ces images exceptionnelles, merveilleuses, ou on se réunit autour d'une poubelle, et on montre les côtés aussi affreux qu'on est en train d'entraîner. Je pense que Nice a choisi, et c'est important avec ses animations, avec ses découvertes, on en parlera, je crois, tout à l'heure sur la baleine, de montrer les beautés à nos enfants, incroyables, à protéger, si fragiles aussi, parce que c'est important de voir, lorsque vous ramassez, surtout à ne pas faire, on leur montre une étoile de mer, elle va casser son bras, parce qu'elle n'est faite pour rester sous l'eau et accrochée donc au rocher. Il faut expliquer aussi que c'est pas forcé de toucher. C'est ça l'apprentissage aussi de la science, de comprendre que, je répète, le point essentiel, c'est parce que ces animaux ne parlent pas qu'ils ne sont pas intelligents, ils ont une autre intelligence. Et expliquer, on nous l'a trop dit et il faut le combattre. Nous ne sommes pas en haut de l'échelle de la biodiversité, nous sommes au milieu. Et au-delà de la sensibilisation, il y a aussi des actions concrètes. Après avoir sensibilisé, il faut agir. Monsieur Latour, au quotidien, comment la métropole s'engage pour la préservation des océans? Est-ce que ça passe par l'implication des citoyens et des citoyennes? Ça passe par des actions qui sont extrêmement nombreuses. Richard en évoquait quelques-unes et il les connaît sans doute encore mieux que moi, mais pas très loin d'ici, vous avez l'une des stations d'épuration les plus modernes du monde, sans doute. Chantier de 700 millions d'euros, destiné à traiter les eaux de 26 communes, traiter les eaux pour les transformer et les utiliser pour l'arrosage, le nettoyage des rues, traiter les microplastiques, limiter les rejets des matières les plus nocives dans la Méditerranée. Ça, c'est une action concrète de grande envergure. Mais il y a tout le reste, il y a ces petits gestes du quotidien que la métropole et la ville de Nice ont développés, avec notamment des poubelles connectées, compactables, réparties sur la promenade des Anglais, justement pour limiter les déchets qui après pourraient se retrouver très facilement dans la mer. Richard réfléchit avec notre collègue Aurore Asso à la création d'une aire marine protégée dont il vous parlera beaucoup mieux que moi. Voilà tout ce que nous faisons. Parce que, et je crois que l'expression est de Richard et elle a été reprise par Christian Estrosi, il y a ce qui se fait à l'échelle du monde et puis il y a ce qui se fait à notre échelle. Ce petit bout de banquise qui t'est si cher, Richard. Nous sommes un peu des ours blancs, c'est le pauvre ours blanc. Il ne sait pas ce qui lui tombe dessus. La banquise est en train de fondre. Et ce que disait Christian Estrosi, la chose, c'est de protéger cet ours blanc, de protéger nos concitoyens et d'essayer de garder le plus longtemps possible le plus grand morceau de banquise. Et ça, c'est nos jeunes qui peuvent maintenant le faire, qui ont la clé de ce futur et qui est si beau. Et là, ça, encore une fois, l'océan, le CNES nous le montre. Quand on voit la planète d'en haut, mais qu'est-ce qu'elle est belle. C'est vrai, elle est bleue, elle a des petits nuages qui viennent la protéger, elle n'a pas de frontières, on ne voit pas ses habitants, tant mieux. Et donc, en fait, elle est superbe à protéger, encore une fois. Et je crois moi, je suis toujours
conquis. Et quand on voit un soleil se lever, une lune se coucher, et c'est ça qu'il faut montrer à nos jeunes et qu'il faut leur dire, je le disais, on a fait quelques erreurs, on est allé sur des chemins qui ne sont pas des voies sans issue, on peut revenir, on peut prendre des chemins de traverse. Et ils sont capables de le faire, surtout qu'on peut se servir de ces erreurs. Et c'est ce qu'il faut dire aux jeunes, je crois qu'il faut rester résolument optimiste. Je crois que c'est Yann Arthus-Bertrand qui disait, il est trop tard de toute façon pour être pessimiste. Oui, c'est beau. Alors, on a du mal à enchaîner après M. Chemnaz, tellement beau tout ce que vous nous dites, Et tellement justement, vrai. pour continuer à s'émerveiller, on a un événement qui arrive bientôt. Et oui, la baleine, finalement, il y a aujourd'hui, cette journée, on a parlé beaucoup de l'océan et de l'espace, mais la baleine, alors c'est grandiose, hein, c'est un événement qui accueille le public autour de l'UNOC, où il y a énormément d'installations. On va voir peut-être quelques photos. Alors, on a déjà l'affiche officielle. Hein, Alors c'est amusant parce que le Palais des Expositions, qui est un site exceptionnel pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vrai qu'il ressemble à une grosse baleine ouverte, la gueule ouverte. Vous savez que certains cétacés, ceux en particulier qui ont des fanons, englobent comme ça des quantités énormes donc de krill. Ils ferment leur bouche, ils soufflent, les baleines sont là, et puis donc le krill reste prisonnier. Et donc le Palais des Expos ressemble un peu à ça. Alors là, au sein du Palais d'Exposition, vous allez avoir énormément d'associations. J'y tenais local, ça n'a pas été facile, mais local. Vous voyez, dans un centre tout bleu, vous allez pouvoir vous promener, découvrir ce qu'on fait, avoir des animations, apprendre à découvrir encore une fois la mer, le plancton, première chaîne, un premier maillon de la vie alimentaire. Vous aurez des ateliers, des laboratoires installés sur place. Il y a aussi des grandes associations aussi de protection qui seront présentes et qui feront des discussions, des rencontres, des débats. Mais pas que ça. Moi, je tiens beaucoup. Il faudra aussi qu'on montre, c'est ce qui est important, c'est la mer ouverte, la mer offerte, pour leur montrer combien cette mer, je vous dis, qui est cette ligne bleue. Pendant un certain temps, on croyait bien qu'il y avait des scientifiques qui disaient, pour vous dire notre évolution, qu'on pouvait tout jeter en mer. Il n'y a pas si longtemps, c'était en 1982. Je mange jamais, vous voyez. Donc en 1982, on disait, ça s'appelait le pouvoir auto-épurateur de la mer. Quelle évolution, vous voyez. Donc aujourd'hui, et c'est important de montrer tout ça, de montrer le problème du microplastique. Le microplastique, c'est pas la bouteille qu'on jette à l'eau. On pourrait en reparler. C'est ça. Quand on lève ses vêtements, on va retrouver des microplastiques. Et c'est pas compliqué. On a la solution. C'est obligé aujourd'hui à installer un filtre, un post-filtre à notre machine à laver. Le linge. Et bien, on va expliquer tout ça aux jeunes pour qu'ils disent alors papa, alors maman, je veux que tu achètes le post-filtre. C'est pas compliqué à installer. Voilà. La baleine, c'est tout ça. C'est de rester. Et vous le voyez, je vous ai fait sourire. C'est de rester amusant. C'est très important de pas se prendre pour une science. Mes collègues le savent. Une science réverbatrice, c'est pas une science. Pourquoi on n'a pas aimé quelquefois en fonction du prof, l'histoire, la géographie ou les sciences nat? Parce que quelquefois, on avait des profs qui étaient livresques. Il faut sortir de ce livre. Et je vous dis, vous faire découvrir, quand on commence à comprendre le regard, je vous dis, du Mirou qui est binoculaire, je peux vous assurer que vous le souviendrez. C'est un animal, que les crevettes sont une année femelle, une année mâle, que la vie sexuelle des poissons est quelque chose d'exceptionnel. Donc, et on va l'apprendre, on va le démontrer. Donc, il y a certains poissons le premier qui devient mâle, empêche tous les autres de devenir femelles pour garder le harem. Vous imaginez? C'est quand même incroyable. Et bien tout ça, il faut le montrer. Et pourquoi le montrer? Le protéger. Quelle tournure, quelle façon d'être cette mer et ces océans. Oui, c'est en fait d'avoir une empathie envers la nature. Bien sûr. On a cette règle, parce que nous sommes, soi-disant, les plus puissants. Nous sommes capables, nous sommes les seuls actuellement capables de vie et de mort sur pratiquement tous les individus terrestres. Pratiquement. Alors que certains prédateurs ne sont que dans une lignée, d'une chaîne alimentaire, et pas tous. Nous sommes les seuls. Donc nous avons ce devoir, je le pense vraiment, c'est aujourd'hui ce devoir, et nous, politiques, de l'expliquer, de le démontrer, de nous aider au Sénat à sortir des lois, pour que nous soyons protecteurs de notre monde, parce que, en étant protecteur, on se protège. On n'est pas. Parce que vous savez, on dit toujours la fin de la planète. C'est pas la fin de la planète, c'est la fin de l'humanité. Ça peut arriver, mais la planète, elle va continuer à tourner. C'est pour nous. Ouais, quel gâchis au passage. Voilà. Quand même, hein. Donc il ne faut pas gâcher. Voilà. Merci beaucoup à vous pour tous ces échanges, pour ces éclairages. Merci d'avoir mis en lumière les actions menées par la ville et la métropole de Nice pour protéger l'environnement et en particulier la biodiversité marine. Avant de conclure et de remercier tous les acteurs et actrices de cette journée, on vous propose de regarder quelques images de la richesse de cette faune et de cette flore sous-marine qui se trouve à quelques kilomètres de nous en Méditerranée. On regarde ça tout de suite.
on arrive à la fin de cette journée sur le thème de l'océan et de l'espace. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous trois à échanger, à discuter avec tous les intervenants, toutes les intervenantes qui se sont succédés au cours de cette journée. On espère aussi que vous avez appris et découvert plein de choses passionnantes sur les océans, leur étude et leur protection. Justement, avant de se quitter, on voudrait remercier tous les intervenants et toutes les intervenantes qui ont participé à cette journée, que ce soit sur la scène ici ou au niveau des ateliers tout au long de la journée. Merci à vous de nous avoir suivis en présentiel ou derrière votre écran. Merci beaucoup au Parc Phénix. Quelle chance d'avoir pu faire ça ici, c'était superbe. Merci au Centre Découverte Mer et Montagne, au CNES, à la métropole Nice-Côte d'Azur d'avoir organisé cet événement. Merci à eux, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Merci aussi à toutes les équipes en régie et également un grand merci à Jean-Marc Sigaud d'avoir préparé cette journée. Et nous, on vous dit à très bientôt pour d'autres découvertes scientifiques.